Ce soir-là, Camille rentra à pied depuis l'arrêt de bus, l'enveloppe serrée contre sa poitrine comme on tient quelque chose de fragile et d'irremplaçable. Le ciel de juin pesait encore chaud sur Clermont-Ferrand. Cette lumière de fin d'après-midi qui dore les façades grises et fait semblant que tout va bien. Elle avait récupéré le courrier avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Elle y pensait depuis des semaines, à ce moment précis, à cette enveloppe blanche avec le logo de l'université de Strasbourg dans le coin gauche. Elle l'avait vue dans la boîte aux lettres, et son cœur avait failli s'arrêter. Elle ne l'avait pas encore ouverte. Elle attendait d'être seule pour le faire. Mais en poussant la porte de la cuisine, elle comprit que seule, ce soir, n'était pas une option. Son père était déjà à table, les avant-bras posés à plat sur la toile cirée, une bière entamée devant lui. Mathieu, son frère, fixait son assiette vide avec la concentration de quelqu'un qui préfère ne pas exister. Et sa mère, Sylvie, tournait le dos à la pièce, devant les plaques de cuisson, remuant quelque chose sans bruit. « T'as vu l'heure » dit Gérard sans lever les yeux. « Il est 18h20, répondit Camille. Elle posa son sac, garda l'enveloppe à la main. Elle aurait dû la cacher. Elle le sut à l'instant même où son père releva la tête et vit le logo. Ce n'était pas une question dans ses yeux. C'était une reconnaissance. Il savait déjà. Il avait toujours su qu'elle préparait quelque chose dans son dos. Ces 3 dernières années de lycée passées à travailler en silence, à remplir des dossiers qu'elle imprimait à la bibliothèque municipale pour ne pas laisser de traces sur l'ordinateur familial. Camille prit une inspiration et posa l'enveloppe sur la table. C'est ma lettre d'admission, en licence de droit, à Strasbourg. Le silence qui suivit dura 3 secondes. Puis Gérard tendit le bras, attrapa l'enveloppe et l'ouvrit lui-même, sans y être invité, sans même regarder sa fille, comme si ce qui était dedans lui appartenait de droit. Il parcourut la lettre des yeux, pas entièrement. À mi-page, il s'arrêta, et il la déchira. Un geste lent, presque méthodique. D'abord en 2, puis en 4. Les morceaux tombèrent sur la table entre les assiettes et le pain du soir. Aucune fille à moi n'ira à l'université. Tu vas trouver un travail, te marier, et c'est tout. Mathieu ne bougea pas. Sylvie ne se retourna pas. Camille regarda les morceaux de papier sur la toile cirée et sentit quelque chose se figer en elle. Non pas de la peur, mais une clarté froide et absolue, comme si elle venait de comprendre quelque chose qu'elle savait depuis longtemps sans se l'autoriser à penser. Ce fut Sylvie qui bougea en premier. Pas tout de suite. Elle resta immobile devant les plaques éteintes, les mains à plat sur le bord de l'évier, le dos toujours tourné. 30 secondes d'une immobilité si complète que Camille retint sa respiration. Puis Sylvie posa le torchon qu'elle tenait, se retourna, traversa la cuisine sans un mot et décrocha son manteau du porte-manteau de l'entrée. Elle l'enfila avec une lenteur presque cérémonielle, bouton par bouton, comme si chaque geste avait été répété des années dans sa tête et qu'il était enfin temps de l'accomplir. Elle revint dans la cuisine et regarda Gérard dans les yeux. « Prépare ses bagages. » Gérard rit. Ce rire court et condescendant qu'il réservait au moment où il estimait avoir déjà gagné, ce rire qui avait toujours suffi à clore les discussions dans cette maison depuis 25 ans. Il rit jusqu'à ce que Sylvie ouvre son sac, pose sa main à l'intérieur et sorte un document plastifié qu'elle posa à plat sur la table, par-dessus les morceaux de lettres déchirés. L'acte de propriété de la maison, à son seul nom, héritage de sa propre mère, jamais mentionné, jamais signé, jamais cédé, gardé en silence pendant un quart de siècle dans une pochette au fond d'une armoire que Gérard n'avait jamais pensé à ouvrir. Le rire s'arrêta. Gérard regarda le document, puis Sylvie, puis le document à nouveau. Son visage fit quelque chose que Camille ne lui avait jamais vu faire. Il se ferma, non pas de colère, mais de quelque chose qui ressemblait à de la peur. Camille ne comprit pas encore tout ce que ce moment signifiait. Elle vit seulement son père, pour la première fois de sa vie, sans mots. Elles partirent sans dîner. Sylvie monta dans sa chambre, sortit une valise du dessus de l'armoire et commença à y poser des affaires avec une précision qui n'avait rien d'improvisé. Pas de précipitation, pas de larmes. Des gestes de quelqu'un qui sait exactement ce dont elle a besoin parce qu'elle y a pensé bien plus longtemps qu'on ne pourrait le croire. Camille, debout dans l'encadrement de la porte, la regardait faire sans comprendre si elle devait l'aider ou rester immobile pour ne pas briser quelque chose d'aussi fragile que ce silence. « Prends ce qui compte pour toi, »
dit Sylvie sans se retourner. On ne reviendra pas ce soir. Camille alla dans sa chambre. Elle attrapa son sac de cours, vida les cahiers par terre et le remplit à la place avec ce qui lui semblait essentiel et qui n'avait aucun sens ensemble. Son carnet de notes personnelles, le chargeur de téléphone, une photo glissée entre 2 livres depuis des années, ses documents d'identité qu'elle gardait dans une enveloppe Kraft sous son matelas depuis le jour où elle avait commencé à remplir ses dossiers d'inscription en secret. Elle avait anticipé ce moment sans jamais se l'avouer. En bas, Gérard n'avait pas bougé de sa chaise. Elles passèrent devant lui pour sortir. Il ne dit rien. Il regardait le document plastifié posé sur la table, comme s'il attendait qu'il disparaisse, ou qu'il lui explique comment une chose pareille avait pu exister sous son propre toit sans qu'il le sache. Mathieu était toujours assis en face de lui, les yeux baissés, les mains croisées sur la table. Et Camille croisa son regard une fraction de seconde avant de franchir la porte. Il y avait dans ce regard quelque chose qu'elle ne sut pas nommer sur le moment. De la honte peut-être, ou de l'impuissance. Les deux se ressemblaient tellement dans cette famille. La voiture de Sylvie démarra dans la rue encore chaude. Elles roulèrent 10 minutes sans parler, puis Sylvie s'arrêta devant un hôtel en bordure de ville, une enseigne orange pâle qu'on voyait depuis l'autoroute, le genre d'endroit où personne ne pose de questions et où les chambres sentent le propre sans sentir autre chose. Elle régla en liquide. 340 € dans son portefeuille, compté d'avance. La chambre avait 2 lits, une fenêtre qui donnait sur le parking et une télévision que ni l'une ni l'autre n'alluma. Camille s'assit sur le bord de son lit et regarda ses mains. Elle attendait de pleurer, mais les larmes ne venaient pas encore, comme si son corps n'avait pas encore reçu la permission de comprendre ce qui venait de se passer. Sylvie posa les valises, s'assit à son tour et resta silencieuse un long moment, les yeux dans le vague, quelque part entre ce soir et une autre époque. Ce fut elle qui parla en premier. Ma mère me l'a dit le jour de mon mariage. Elle m'avait pris la main dans la sacristie, juste avant la cérémonie, et elle m'avait dit une seule chose. Elle m'avait dit « Ne signe jamais cette maison. C'est ta liberté. » Je ne savais pas encore ce que ça voulait dire. J'avais 22 ans, et je pensais que j'épousais un homme bien. Camille leva les yeux vers sa mère. « Tu l'as gardé tout ce temps, dans une pochette cartonnée, au fond de l'armoire du couloir, derrière les draps d'hiver. Il n'a jamais ouvert cette armoire de sa vie. » Il y eut un silence. Et ce silence contenait 25 ans de choses non dites, de matins ordinaires et de soirs pesants, de petites capitulations accumulées comme de la poussière sous un meuble qu'on ne déplace jamais. Camille sentit quelque chose remonter dans sa gorge, pas tout à fait de la tristesse, pas tout à fait de la gratitude, quelque chose qui n'avait pas encore de nom et qui faisait mal précisément parce que c'était les deux en même temps. « C'est à cause de moi », dit-elle. Sylvie secoua la tête avec une douceur ferme. « Non, c'est à cause de ce soir. Ce soir était le bon moment. C'est différent. » Le téléphone de Camille vibra peu après minuit. C'était Mathieu. Elle hésita, puis décrocha. Sa voix était basse, presque chuchotée, comme s'il avait peur d'être entendu dans sa propre maison. Il dit qu'il ne viendrait pas. Il dit qu'il ne pouvait pas. Puis, après un silence, il dit autre chose. Une phrase courte qu'il lâcha comme on lâche quelque chose de lourd qu'on ne peut plus porter. Papa a dormi dans le canapé. Il n'a rien dit de la nuit. Camille raccrocha sans répondre. Elle resta assise dans le noir de la chambre, le téléphone posé sur ses genoux, et elle pensa à cette image. Son père seul dans le salon, la maison à son nom à elle sur la table du dîner, le silence autour. Elle pensa que le pouvoir dans cette famille venait de changer de main pour la première fois. Pas bruyamment, pas avec des cris, avec un document plastifié et 30 secondes d'immobilité. Le lendemain matin, Sylvie appela Nathalie, une amie d'enfance installée à Strasbourg depuis des années, qui proposa un canapé sans poser de questions. Elles prirent l'autoroute à 8 heures. Le ciel était blanc et large au-dessus des plaines. Camille regarda le paysage défiler depuis le siège passager, les yeux mi-clos, et sentit pour la première fois depuis des semaines qu'elle respirait autrement, plus lentement, plus profondément, comme si l'air avait changé de consistance. Sur ses genoux, reconstituée avec du scotch trouvé dans la trousse du fond de son sac, sa lettre d'admission à l'université de Strasbourg tenait en 4 morceaux collés. Elle était froissée, abîmée et parfaitement lisible.
Le studio faisait 19 mètres carrés, fenêtres comprises. Camille le visita un mardi matin de septembre avec la gestionnaire du Crous, une femme pressée qui ouvrit la porte, fit un geste circulaire de la main comme pour dire voilà, et attendit une réaction. Il y avait un lit, une place contre le mur, une kitchenette réduite à 2 plaques et un évier, une douche derrière une cloison en plastique translucide, et une vue sur la cour intérieure d'un bâtiment universitaire où personne ne semblait jamais passer. Camille dit que c'était parfait. Elle signa le même jour. Elle obtint la bourse d'urgence sociale après 3 semaines de dossier, 2 rendez-vous avec une assistante sociale du campus et une lettre manuscrite qu'elle rédigea 4 fois avant de trouver la version qui disait les choses sans les surexposer. Elle y expliquait sa situation en termes neutres, factuels, sans plainte excessive. Elle avait appris très tôt que les gens aidaient un plus volontiers ceux qui semblaient incapables de s'en sortir seuls. Les premières semaines, elle mangea des pâtes. Pas par romantisme étudiant, pas par choix philosophique, mais parce que c'était ce qu'elle pouvait se permettre, en faisant les comptes le dimanche soir, sur une feuille de papier. Elle trouva un poste le week-end, dans une boulangerie du quartier de la Crutenau, debout de 5 heures à midi le samedi et le dimanche, à emballer des viennoiseries et rendre la monnaie à des clients qui ne la regardaient même pas. Le patron payait en liquide, sans commentaire. Elle envoyait la moitié à sa mère chaque fin de mois, par virement, avec un message court. Sylvie répondait toujours la même chose. « Merci, ma chérie, ça va aller. » L'université était une autre planète. Camille entra en amphi le premier jour, avec l'impression d'avoir raté une réunion préparatoire à laquelle tout le monde avait été convié, sauf elle. Les autres étudiants parlaient entre eux avec une aisance qui supposait des années de code partagé. Ils citèrent des arrêts de jurisprudence comme on cite des films qu'on a vus ensemble. Ils savaient déjà comment s'adresser aux professeurs, quel TD choisir, quels annales récupérer et où. Camille s'assit au milieu de l'amphi et prit des notes sur tout, même sur ce qui lui semblait évident, parce qu'elle avait compris très vite que rien n'était évident pour elle ici et que faire semblant du contraire lui coûterait plus cher que l'admettre. Elle se sentait étrangère à sa propre réussite. Ce fut dans un TD de droit civil, 6 semaines après la rentrée, qu'elle remarqua Léa pour la première fois. Léa parlait avec la précision tranquille de quelqu'un qui n'a jamais douté d'être à sa place. Fille d'un avocat bordelais, elle portait le droit comme un héritage naturel, comme une langue maternelle qu'elle n'avait jamais eu besoin d'apprendre. Le jour où le chargé de TD demanda si quelqu'un avait les notes de la séance précédente, Léa les sortit, les posa devant Camille sans un mot, et reprit son stylo. Ce n'était pas de la générosité, c'était de la condescendance efficace. Camille prit les notes, les lut, et les rendit sans merci excessif. Elles ne se reparlèrent pas pendant 2 semaines. Ce fut une nuit de novembre qui changea ça. La période des premiers partiels, les couloirs de la bibliothèque universitaire déserts à 22 heures, Camille assise à une table du fond avec 3 manuels ouverts et un café dans un gobelet en carton qui avait depuis longtemps refroidi. Léa s'installa en face d'elle sans demander, posa son propre café froid sur la table, regarda les manuels ouverts et dit simplement « Tu prépares tout en même temps ?»« J'ai pas le choix », répondit Camille. Léa hocha la tête, pas avec pitié, avec quelque chose qui ressemblait davantage à du respect. Elles travaillèrent en silence jusqu'à minuit passé, puis Léa dit une chose qui fit rire Camille malgré elle. Un rire court et sincère qui surprit toutes les deux. Ce fut suffisant. Les digues ne s'ouvrent pas toujours sur de grandes phrases. Un soir de décembre, le téléphone de Camille afficha le nom de son père. Pas un appel. Un SMS. Elle le lut une fois, le téléphone posé à plat dans sa paume. « Tu reviendras quand tu auras compris. » Elle posa le téléphone face retournée sur la table. Elle ne répondit pas. Elle rouvrit son code civil à la page 112, reprit son stylo et continua à surligner les articles sur les régimes matrimoniaux avec une concentration qui ressemblait, si on la regardait de loin, à de la sérénité. De près, c'était autre chose. Mais personne ne regardait de près ce soir-là. Et c'était très bien ainsi. Camille rendit ses premiers partiels en janvier sans savoir si elle avait bien fait ou pas. Elle avait travaillé avec une régularité presque mécanique. Les mêmes heures chaque soir, les mêmes tables à la bibliothèque, le même café froid et les mêmes pages surlignées. Elle n'avait pas l'impression d'être brillante. Elle avait l'impression d'être solide, ce qui était différent et qui lui semblait pour l'instant suffisant. Les résultats tombèrent un mardi matin.
Elle les regarda sur l'écran de son téléphone, debout dans le couloir de la faculté, entourée d'étudiants qui réagissèrent bruyamment dans les deux sens. Elle avait validé tous ses examens. Pas avec éclat, mais sérieusement, avec des notes qui disaient qu'elle comprenait ce qu'on lui enseignait et qu'elle savait le restituer. Le professeur de droit de la famille avait ajouté une note manuscrite en bas de sa copie. 3 mots soulignés. Raisonnement très juste. Elle lut ces 3 mots 4 fois de suite dans le couloir et ne le dit à personne. Ce fut en novembre que tout se compliqua. Sa mère l'appela un jeudi soir, avec une voix qui sonnait différemment, plus lente, plus appliquée, le genre de voix qu'on prend quand on essaie de ne pas inquiéter. Elle avait de la fièvre depuis plusieurs jours, une toux qui ne partait pas. Elle avait vu un médecin qui parlait d'une pneumonie débutante. Elle disait que ce n'était pas grave, qu'elle gérait, qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Camille raccrocha et s'assit sur le bord de son lit, dans le silence du studio. Elle fit les calculs. Un aller-retour Strasbourg-Clermont en train coûtait 140 € qu'elle n'avait pas. Les partiels du second semestre commençaient dans 3 semaines. Nathalie était là-bas. Sylvie n'était pas seule. Elle se répéta ces choses plusieurs fois, dans un ordre différent à chaque fois, pour voir si l'une d'elles finissait par peser plus lourd que le reste. Elle resta à Strasbourg. Cette décision ne lui coûta rien sur le plan académique. Elle lui coûta quelque chose d'autre, quelque chose qui n'avait pas de case dans un relevé de notes, et qui se manifesta les jours suivants sous la forme d'une fatigue particulière, pas physique, une fatigue morale, le sentiment sourd et persistant d'être une mauvaise fille. Elle pleurait parfois le soir, vite, sans s'y attarder, parce qu'elle avait appris très tôt que s'attarder sur certaines choses ne servait qu'à les rendre plus grandes qu'elles n'étaient. Ce fut pendant cette période qu'elle rencontra Alexandre. Il travaillait à la bibliothèque universitaire les soirs de semaine, un poste étudiant de surveillance de salle qui consistait surtout à être là, silencieux, disponible pour indiquer une étagère ou rappeler les horaires de fermeture. Il faisait un master de sciences politiques, il lisait beaucoup, il parlait peu et toujours à propos. La première fois qu'il s'adressa à Camille, ce fut pour lui dire que la salle allait fermer dans 10 minutes et qu'elle avait laissé son écharpe sur la chaise la veille. Il l'avait mise de côté derrière le bureau. Ce n'était rien. Et pourtant, elle se souvint de ce détail longtemps après. Il avait l'habitude d'apporter 2 sandwichs le soir, un pour lui et un en trop, parce qu'il avait remarqué que certains étudiants restaient jusqu'à la fermeture sans avoir mangé. Il n'en faisait pas une affaire. Il posait le second sur le bord du bureau et continuait à lire. Camille accepta un soir sans commentaire. Ils ne parlèrent presque pas ce soir-là. Mais il y avait dans ce silence quelque chose de rare. L'absence totale d'attente, comme si sa présence n'imposait rien et ne demandait rien en retour. Une complicité naquit entre eux, lentement, sans déclaration. Un vendredi soir de décembre, Nathalie appela Camille pour lui raconter ce qui s'était passé plus tôt dans la journée. Gérard avait pris le car depuis Clermont-Ferrand et s'était présenté à l'appartement sans prévenir. Il avait sonné. Sylvie avait ouvert la porte, l'avait regardé sans un mot, était rentrée dans l'appartement et était revenue avec une enveloppe Kraft qu'elle lui avait tendue sur le palier. Les papiers de séparation de corps, déjà préparés, déjà signés de sa main. Gérard était reparti avec l'enveloppe et sans avoir prononcé une seule phrase. Camille entendit tout ça assise sur les marches extérieures de la bibliothèque, le téléphone contre l'oreille, le froid de janvier sur les joues. Quand Nathalie raccrocha, elle resta là encore quelques minutes, immobile dans l'air glacé de Strasbourg. Et pour la première fois depuis des mois, sans trop savoir pourquoi, elle sourit. La 2e année commença comme la première s'était terminée, dans l'effort et le silence. Camille avait appris à organiser ses journées avec une précision qui ne laissait presque aucune marge. Les cours le matin, la bibliothèque l'après-midi, la boulangerie le week-end, et entre tout ça les appels à sa mère, les virements du mois, les lectures en retard rattrapées le soir sur le lit étroit du studio. Elle ne se plaignait pas. Elle n'avait pas le temps de se plaindre, ce qui n'était pas tout à fait la même chose que d'aller bien, mais qui y ressemblait suffisamment pour continuer. Sylvie allait mieux. La pneumonie était derrière elle. Elle avait repris un mi-temps dans un cabinet d'assurance à Strasbourg, un poste administratif trouvé par Nathalie, pas passionnant mais stable, avec des horaires fixes et des collègues qui lui posaient des questions sur ses week-ends. Elle parlait différemment au téléphone depuis quelques mois, avec moins de précautions dans la voix,
comme si elle n'avait plus besoin de peser chaque mot avant de le lâcher. Camille remarquait ces choses sans les commenter. Elle les enregistrait, les gardait, et ça lui suffisait. Ce fut Léa qui changea le cours de cette année-là. Un matin de février, en sortant d'un cours de procédure civile, elle attrapa Camille par le bras dans le couloir et lui parla de la clinique juridique universitaire, une structure encadrée par 2 professeurs de la faculté, où des étudiants de 2e et 3e année traitaient de vrais dossiers pour des personnes en difficulté, sous supervision. Les cas étaient réels, les enjeux aussi. Léa y participait depuis le début du semestre et elle cherchait quelqu'un de sérieux pour l'aider sur un dossier qui commençait à la dépasser. Camille dit oui sans réfléchir longtemps. Le dossier en question concernait une femme d'une 60aine d'années, Madame Vacher, qui vivait seule dans un appartement du quartier de l'Orangerie depuis le décès de sa fille 3 ans plus tôt. Son gendre avait engagé une procédure pour lui retirer la garde de ses 2 petits-enfants, un garçon de 7 ans et une fille de 9 ans, qu'elle accueillait chaque mercredi et un week-end sur 2 depuis la mort de leur mère. Il arguait d'un logement inadapté et d'un âge avancé. Le dossier était légalement fragile, les preuves dispersées, et Madame Vacher elle-même avait du mal à raconter les choses dans l'ordre sans s'arrêter au milieu des phrases. Camille la rencontra un jeudi après-midi dans une petite salle de la clinique, une table, 4 chaises, une fenêtre qui donnait sur une rue calme. Madame Vacher arriva avec un sac en tissu dont elle sortit une chemise cartonnée remplie de papiers dans le désordre. Des photos des enfants glissaient entre des relevés bancaires et des ordonnances médicales. Elle commença à parler et s'interrompit presque aussitôt, les mains posées à plat sur la table, les yeux brillants d'une retenue qui coûtait visiblement beaucoup. Camille reconnut quelque chose dans ce visage. Pas sa mère exactement, mais quelque chose qui appartenait à la même famille de choses. Ces femmes qu'on n'écoute pas assez longtemps, qu'on interrompt, dont on résume la douleur avant qu'elles aient fini de la formuler. Elle posa son stylo, regarda Madame Vacher et dit simplement « Prenez votre temps, je ne suis pas pressée. » La femme la regarda une seconde, surprise, puis recommença depuis le début. Camille travailla ce dossier avec une intensité qui dépassait largement ce qu'on attendait d'elle à ce stade de ses études. Elle relut les textes sur la délégation d'autorité parentale, chercha des jurisprudences similaires, rédigea une note de synthèse que le professeur superviseur lut 2 fois avant de lui demander où elle avait appris à structurer un raisonnement comme ça. Elle n'avait pas de réponse simple à cette question. Elle dit qu'elle avait beaucoup lu. Ce n'était pas faux. Alexandre continuait d'être là, en périphérie, sans forcer. Il prenait parfois un café après la fermeture de la bibliothèque. Il marchait un moment dans les rues froides de Strasbourg, avant de se séparer devant son immeuble. Il ne lui posait pas de questions sur son père, sur sa famille, sur ce qui l'avait amené là. Il écoutait ce qu'elle disait et répondait à ce qu'elle disait, pas à ce qu'il imaginait derrière. C'était rare, et elle le savait. Un soir de mars, sous une pluie fine qui rendait les pavés du centre-ville brillants comme du verre, il marchait côte à côte et il ralentit légèrement, sa main frôlant la sienne sans tout à fait la prendre. Elle ne s'écarta pas. Ils continuèrent à marcher en silence, un peu plus près l'un de l'autre qu'avant, et aucun des deux ne fit semblant que rien ne venait de se passer. Ce soir-là, en rentrant, son téléphone afficha le nom de Mathieu. Elle décrocha. Il y eut une courte hésitation de l'autre côté, le genre de silence qui précède les choses qu'on a du mal à dire. « Camille, papa n'est pas bien. Je veux dire, vraiment pas bien. » Mathieu parla pendant 20 minutes, d'une voix basse et hésitante, comme s'il pesait chaque mot avant de le lâcher. Gérard ne sortait presque plus. Il avait raté 2 rendez-vous médicaux sans prévenir. Le médecin de famille avait appelé Mathieu parce qu'il n'y avait plus personne d'autre à appeler. Il buvait le soir, pas de façon spectaculaire, pas au point de tomber, mais régulièrement, méthodiquement, comme on comble quelque chose qu'on ne sait pas nommer autrement. Il avait maigri. Il regardait la télévision des heures sans en retenir rien. Mathieu disait tout ça avec la voix de quelqu'un qui porte quelque chose de trop lourd depuis trop longtemps et qui espère qu'en le posant dans les mains de quelqu'un d'autre, ça pèsera moins. « Il faut que tu fasses quelque chose », dit-il à la fin. Camille resta silencieuse un moment. Par la fenêtre de son studio, les toits de Strasbourg brillaient encore sous la pluie de tout à l'heure, une lueur grise et mouillée sur les tuiles. Elle pensa à sa mère dans l'appartement de Nathalie, à la pneumonie de novembre, au virement du mois, aux partiels qui approchaient, aux nuits à la bibliothèque,
au dossier Vacher qui n'était pas encore bouclé. Elle pensa à tout ça dans l'ordre et ensuite elle répondit « Je ne peux pas, Mathieu. » « C'est ton père. Je sais qui c'est. » Il y eut un silence tendu, puis Mathieu raccrocha sans au revoir. Camille posa le téléphone sur la table et resta assise dans le noir un long moment. Elle ne se sentait pas cruelle. Elle se sentait lucide, ce qui était parfois difficile à distinguer de la cruauté pour ceux qui regardèrent de l'extérieur. Revenir aurait signifié que le geste de sa mère n'avait eu aucune conséquence durable, que les choses pouvaient se défaire aussi vite qu'elles s'étaient faites, qu'il suffisait qu'un homme aille mal pour que les femmes autour de lui réorganisent leur vie en conséquence. Elle avait grandi dans cette logique. Elle refusait de la reconduire. 3 semaines plus tard, elle prit le train pour Clermont. Pas pour son père. Pour sa mère, qui avait demandé à la voir, simplement, sans explication particulière. Sylvie l'attendait à la gare, avec un manteau beige qu'elle ne connaissait pas, un manteau qu'elle avait dû acheter après le départ, et ce détail anodin toucha Camille plus qu'elle ne s'y attendait. Elles marchèrent dans le parc Montjuset, le vent froid de mars dans les platanes, les allées presque désertes à cette heure de la matinée. Elles parlèrent de choses ordinaires pendant un moment, le mi-temps au cabinet d'assurance, les voisins de Nathalie, une émission de radio que Sylvie écoutait le matin en prenant son café. Puis Sylvie dit ce qu'elle était venue dire. « Je veux que tu saches quelque chose. Je ne suis pas partie pour toi. Je suis partie pour moi aussi. Ces 2 choses sont vraies en même temps, et il ne faut pas confondre les 2. » Camille la regarda marcher à côté d'elle. Ce profil qu'elle connaissait depuis toujours, et qui lui semblait légèrement différent depuis quelques mois, plus droit peut-être, moins économe de lui-même. « Je t'en voulais de ne pas être partie avant, » dit Camille. « Je sais, moi aussi je m'en voulais. » Elles continuèrent à marcher sans ajouter grand-chose. Ce n'était pas une réconciliation, parce qu'il n'y avait rien à réconcilier entre elles. C'était autre chose, une reconnaissance mutuelle, 2 personnes qui se regardent enfin sans la distorsion de ce qui les avait entourées trop longtemps. Camille rentra à Strasbourg le soir même. Le lendemain matin, elle et Léa présentèrent leurs conclusions sur le dossier Vacher devant le professeur superviseur et un assesseur extérieur, un avocat spécialisé en droit de la famille qui posait ses questions avec la précision tranquille de quelqu'un habitué à trouver les failles. La décision ne leur appartenait pas. Elle reviendrait au juge aux affaires familiales dans les semaines suivantes, mais leurs arguments avaient tenu. Le dossier était solide, les pièces bien ordonnées. L'avocat extérieur dit, en ramassant ses affaires, que le raisonnement sur la continuité affective était le point le plus convaincant du dossier. C'était la partie que Camille avait rédigée seule, un soir tard, en pensant à Madame Vacher, et à ses mains posées à plat sur la table. Le professeur la convoqua dans son bureau l'après-midi même. Il lui parla d'un programme d'excellence en droit de la famille, une formation sélective adossée à la faculté, 6 places par année, des partenariats avec des cabinets spécialisés, un niveau d'exigence élevé. Il lui dit qu'elle avait ce qu'il appelait un instinct du droit, quelque chose qui ne s'enseignait pas vraiment et qu'il ne voyait pas souvent. Il lui conseilla de postuler. Elle rentra chez elle à pied sous un ciel enfin dégagé, traversa les quais de l'île sans s'arrêter, monta les 4 étages, poussa la porte de son studio et s'assit par terre au milieu de la pièce. Pas sur le lit, pas sur la chaise. Par terre, dos au mur, les jambes allongées devant elle. Elle pleurait, mais pas de tristesse. C'était une autre chose entièrement, quelque chose qu'elle n'avait pas encore eu l'occasion de ressentir souvent et dont elle ne connaissait pas encore bien le goût. Alexandre frappa à la porte 20 minutes plus tard. Elle ne lui avait pas dit de venir. Il passa la tête, vit comment elle était assise, entra sans demander, et s'assit par terre à côté d'elle, dos au même mur, sans un mot. La lumière jaune du studio s'éteignit et se ralluma 2 fois à cause du minuteur du couloir. Ils ne bougèrent pas. Elle fut acceptée dans le programme d'excellence en avril, par courrier électronique, un mardi matin entre 2 cours. Elle lut le message debout dans le couloir de la faculté, le téléphone dans une main et son sac dans l'autre, et elle ne dit rien à personne pendant toute la journée. Ce n'était pas de la modestie, c'était quelque chose de plus intime. Le besoin de garder certaines choses pour soi le temps qu'elles deviennent réelles, le temps que le corps rattrape ce que les yeux ont lu.
La 3e année commença en septembre, avec une densité nouvelle. Les cours du programme d'excellence ajoutaient des heures à des journées qui n'en avaient plus beaucoup de disponibles. Les cas étudiés étaient plus complexes, les exigences de rédaction plus élevées, les professeurs moins indulgents avec les approximations. Camille aimait ça. Elle aimait être dans un endroit où personne ne lui faisait de cadeaux parce qu'elle avait l'impression, pour la première fois depuis longtemps, que ce qu'elle produisait était évalué pour ce que c'était et non pour ce qu'elle était supposée être capable de produire. Ce fut en octobre qu'Alexandre lui annonça Bruxelles. Il avait obtenu un stage de 6 mois dans une institution européenne, une opportunité construite depuis 1 an, recommandation d'un professeur, dossier déposé au printemps, réponse positive arrivée pendant l'été. Il le lui dit un soir en marchant le long des quais, avec le soin de quelqu'un qui a choisi ses mots mais qui sait qu'aucun mot ne rendra la chose plus simple. Il partait en janvier. Il ne lui demandait pas ce qu'elle en pensait, parce qu'il savait qu'elle n'attendrait pas de lui qu'il renonce. C'était une des choses qu'il avait comprises d'elle assez tôt. Camille dit que c'était bien, qu'il fallait y aller. Elle le pensait vraiment. Ce qu'elle ne dit pas, ce soir-là ni les suivants, c'est que quelque chose s'était déplacé en elle à cette annonce. Un léger glissement intérieur, comme quand on pose le pied sur une surface qu'on croyait stable et qui cède d'1 centimètre. Pas une rupture, juste la révélation d'une fragilité qu'elle ne soupçonnait pas avoir. Elle s'était autorisée, sans le formuler clairement, à compter sur sa présence. Pas de façon excessive, pas de façon romantique au sens où les films l'entendaient, mais compter quand même, dans le sens discret et quotidien du terme. Savoir qu'il y avait quelqu'un qui s'asseyait par terre à côté d'elle quand c'était nécessaire. Leur relation n'avait jamais été officialisée. Il n'y avait rien à rompre formellement. C'était précisément ce qui rendait son départ difficile à nommer et donc difficile à traverser. Il partit un dimanche de janvier, sous un ciel blanc et froid. Ils se dirent au revoir devant la gare, brièvement, avec cette maladresse particulière des gens qui ont beaucoup à dire et qui choisissent de n'en rien montrer par respect mutuel. Elle rentra à pied. Elle fit du café qu'elle ne but pas. Elle ouvrit un manuel de droit et lut la même page 3 fois, sans en retenir un mot. La lettre de son père arriva 2 semaines plus tard. Une enveloppe manuscrite, son écriture large et irrégulière sur le devant. Le genre d'écriture qui n'a jamais eu l'habitude des lettres, parce qu'on n'en écrit presque jamais. Camille l'ouvrit debout dans le couloir de son immeuble, les clés encore à la main. Il n'y avait pas d'excuses à l'intérieur. Pas de formulation directe de regret, pas de reconnaissance explicite de ce qui s'était passé ce soir de juin. Il y avait à la place la description d'une journée ordinaire. Comment il s'était levé à 7 heures. Comment il avait fait la vaisselle du soir d'avant parce qu'il l'avait laissée dans l'évier. Comment il avait regardé un match de football l'après-midi, une équipe qu'il ne suivait même pas, juste pour avoir du bruit dans la pièce. Comment, en passant devant la cuisine, il avait vu la chaise de Sylvie, vide, et qu'il s'était arrêté là un moment sans savoir quoi faire de cet arrêt. C'était maladroit. C'était insuffisant. C'était tout ce qu'il savait faire. Camille lut la lettre 3 fois. Elle ne répondit pas. Elle la plia soigneusement, la remit dans l'enveloppe et la posa sur sa table de travail, à côté de la convocation au premier séminaire du programme d'excellence. 2 papiers sur la même table. Elle les regarda un long moment sans bouger, la main à plat sur la surface froide du bureau. Sylvie lui appela ce soir-là pour lui dire que la procédure de divorce était officiellement engagée. Sa voix était calme, presque légère, celle de quelqu'un qui vient de poser quelque chose de lourd après l'avoir porté beaucoup trop longtemps. Camille raccrocha, éteignit la lumière et resta dans le noir de son studio sans chercher à dormir tout de suite. Il n'y avait pas de retour en arrière. Elle le savait depuis longtemps. Ce soir, elle le sentait enfin. Elle passa ses examens de fin de 3e année en juin, avec mention. Elle l'apprit un vendredi après-midi, seule dans son studio, et elle fit quelque chose qu'elle n'avait presque jamais fait depuis son arrivée à Strasbourg. Elle ne fit rien pendant 2 heures. Elle s'allongea sur son lit, regarda le plafond, et laissa le silence exister sans l'occuper. Les 6 mois sans Alexandre avaient été ce qu'ils avaient été. Pas dramatique, pas insurmontable, mais présent, comme une légère dissonance dans le fond sonore des journées. Quelque chose qu'on remarque surtout quand ça s'arrête. Ils avaient échangé des messages sporadiquement, des nouvelles courtes, des liens vers des articles,
Quelques phrases lancées tard le soir qui ne demandaient pas forcément de réponse, et qui en recevaient une quand même. Rien de suffisant pour maintenir l'illusion d'une proximité. Assez pour ne pas tout à fait disparaître l'un pour l'autre. Il rentra un dimanche de juillet. Il lui envoya un message le matin même. 3 mots, je suis à Strasbourg, sans point d'interrogation, sans proposition explicite. Elle répondit 2 heures plus tard. Ils se retrouvèrent dans un café du quartier de la Neustadt. Une salle haute de plafond avec des tables en marbre et une lumière de début d'été qui entrait par les grandes fenêtres. Il était différent, plus posé. Quelque chose dans la façon dont il occupait l'espace avait changé. Moins d'hésitation dans les gestes. Plus de silence assumé. Elle se demanda si elle aussi lui semblait différente. Elle ne lui posa pas la question. Ils parlèrent d'abord de choses factuelles. Bruxelles, le stage, les gens qu'il avait rencontrés, ce qu'elle avait produit pendant le programme d'excellence. La conversation était trop propre, trop ordonnée. Le genre d'échange entre 2 personnes qui se connaissent bien et qui font semblant de se retrouver comme des inconnus par précaution. Puis, il y eut une pause. Le serveur passa. Et quand il repartit, Alexandre posa ses 2 mains à plat sur la table et dit ce qu'il avait apparemment décidé de dire avant d'arriver. « Je t'ai écrit des messages que je n'ai pas envoyés. Je ne savais pas si tu voulais que je sois là ou que je disparaisse. » Camille le regarda un moment sans répondre. Par la fenêtre, 2 pigeons se disputèrent quelque chose sur le rebord d'un immeuble d'en face. Elle pensa que c'était une question honnête et qu'elle méritait une réponse honnête. « Moi non plus, je ne savais pas, » dit-elle. « Maintenant, je sais. » Il n'y eut pas de grand geste après ça. Pas de déclaration, pas de scène romantique que quelqu'un aurait pu raconter plus tard. Ils finirent leur café, sortirent, marchèrent un moment le long des canaux dans la lumière de juillet, et quelque chose s'installa entre eux qui n'avait pas besoin d'être nommé pour exister. C'était un recommencement adulte, avec toutes ses incertitudes, et Camille trouva que c'était exactement ce qu'elle était capable de porter à ce moment de sa vie, ni plus ni moins. La rencontre avec son père eut lieu en septembre. Ce n'était pas une décision prise sur un coup d'élan. Elle y avait pensé depuis la lettre manuscrite de janvier, depuis la description de la chaise vide et du match de football regardé sans raison. Elle avait attendu d'être dans un état intérieur qui ne ressemblait ni à de la pitié ni à de la colère. Un endroit plus neutre, plus stable, depuis lequel elle pouvait regarder la situation sans en être engloutie. Elle choisit un café proche de la gare de Strasbourg, un endroit neutre qu'aucun des 2 n'associait à autre chose. Gérard prit le train depuis Clermont-Ferrand, seul, pour la première fois de sa vie selon ce que Mathieu lui avait dit. Il arriva avec 10 minutes d'avance et l'attendit dehors, debout sur le trottoir, les mains dans les poches de son manteau d'hiver. Il avait vieilli. Pas d'une façon catastrophique, mais d'une façon visible. Quelque chose s'était retiré de son visage. Une certitude peut-être, ou simplement l'habitude d'avoir raison. Ils s'assirent. Ils commandèrent 2 cafés. Gérard regardait la table plus qu'il ne la regardait elle. Il ne dit pas qu'il avait eu tort. Les mots exacts ne sortirent pas. Elle le vit à la façon dont sa bouche s'ouvrit 2 fois, sans que rien ne suive. Elle n'attendit pas qu'il vienne. Elle avait cessé depuis longtemps d'attendre de lui des formulations qu'il n'avait pas les outils pour produire. Ce qu'il dit finalement, après un long silence pendant lequel il tourna sa cuillère dans sa tasse sans y avoir mis de sucre, ce fut autre chose, plus petit et plus honnête que des excuses préparées. « J'ai regardé ta photo de remise de diplôme sur le téléphone de Mathieu. Tu ressembles à ta grand-mère. » Camille ne pleura pas. Elle sentit quelque chose passer dans sa poitrine, bref et chaud, et elle laissa passer. « Je sais, » dit-elle. Elle se leva, paya les 2 cafés, enfila son manteau, et partirent sans se retourner. Pas en colère, avec la dignité tranquille de quelqu'un qui n'attend plus rien qu'elle n'a pas déjà construit elle-même. Dans le train du retour, la tête contre la vitre froide, elle regarda défiler les plaines d'Alsace dans le soir qui tombait et pensa à demain pour la première fois depuis longtemps, sans que ce mot lui fasse peur. Les résultats du master tombèrent un jeudi matin de juin, sur l'écran du téléphone, dans la lumière encore douce de 8 heures. Camille était debout depuis un moment. Elle avait fait du café, elle avait regardé par la fenêtre les toits de Strasbourg dans le ciel clair, et elle attendait sans faire semblant de ne pas attendre. Quand la notification arriva, elle prit le téléphone, lut une fois, posa le téléphone,
et resta immobile un long moment, les deux mains autour de sa tasse. Mention bien. Master de droit de la famille, Université de Strasbourg. Elle n'appela personne tout de suite. Elle s'assit sur le bord du lit, dans le silence du studio qu'elle habitait depuis 3 ans. Ce studio de 19 mètres carrés qui avait contenu tant de nuits de doute et de café froid et de pages surlignées. Et elle laissa le moment exister pour elle seule d'abord, entier et silencieux, avant de le partager avec quiconque. Sylvie arriva le lendemain par le train du matin. Camille l'attendait sur le parvis de la gare, dans la lumière de juin qui rendait tout un peu plus lumineux que d'habitude, et quand elle vit sa mère descendre l'escalier avec sa valise à roulettes et son manteau beige, ce manteau acheté après le départ, celui qu'elle n'avait jamais connu avant, elle sentit quelque chose se déposer doucement en elle, comme la fin d'une tension si longue qu'on avait fini par ne plus la remarquer. Elles marchèrent jusqu'à l'université à pied, par les quais, sous les platanes. Elles ne pressèrent pas le pas. Il faisait bon, et elles avaient le temps. Pour une fois, elles avaient le temps. Et ce simple fait semblait extraordinaire à Camille, qui avait couru sans s'arrêter depuis 3 ans. Devant les portes de la faculté, Sylvie s'arrêta et ouvrit son sac. Elle en sortit une enveloppe qu'elle tendit à Camille sans rien dire d'abord, laissant les gestes parler avant les mots. Camille l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un petit cadre en plastique transparent, le genre qu'on trouve dans les papeteries pour quelques €, et dans ce cadre, reconstitué avec du scotch transparent, légèrement froissé aux pliures mais parfaitement lisible, la lettre d'admission de l'Université de Strasbourg en 4 morceaux collés. Camille ne parla pas tout de suite. Elle regardait la lettre dans ses mains, ces 4 morceaux qui avaient été un soir de juin une destruction et qui étaient devenus autre chose au fil du temps. Une preuve, un point de départ, la trace exacte de l'endroit où tout avait basculé. « Je l'avais gardé depuis le début », dit Sylvie. « Je savais que tu en aurais besoin un jour, pas pour te rappeler la déchirure, pour te rappeler ce que tu as fait malgré elle. » Camille leva les yeux vers sa mère. Elle pensa à la grand-mère qu'elle n'avait pas connue longtemps, cette femme qui avait glissé un acte de propriété dans une pochette cartonnée et dit à sa fille le jour de son mariage que c'était sa liberté. Elle pensa à Sylvie debout dans la cuisine ce soir de juin, 30 secondes d'immobilité, puis un manteau enfilé, bouton par bouton. Elle pensa à elle-même, 19 mètres carrés, des pâtes 5 fois par semaine, un code civil ouvert dans la lumière jaune d'un studio étudiant. 3 femmes, 3 façons différentes de tenir debout, une seule ligne qui les traversait toutes. Le divorce était prononcé depuis le printemps. Gérard vivait toujours dans la maison de Clermont-Ferrand, mais la procédure de partage était en cours et la maison serait vendue dans les mois suivants. Il avait arrêté de boire, selon Mathieu, qui appelait Camille plus régulièrement depuis quelques mois, avec une voix différente, moins défensive, comme quelqu'un qui a fini par choisir son camp et qui commence à s'y sentir moins étranger. Il lui avait dit une chose, un soir, sobrement, sans chercher à en faire plus que ce que c'était. « J'aurais dû me lever de table ce soir-là, je le sais. Ce n'était pas grand-chose. C'était un début, et elle l'avait accepté comme tel. » Alexandre était là, un peu plus loin sur le parvis, à distance raisonnable, appuyé contre un muret avec un livre qu'il ne lisait probablement pas. Il avait compris depuis longtemps que sa place n'était pas au centre de cette histoire, qu'il n'était pas là pour sauver quoi que ce soit, seulement pour accompagner ceux qui n'avaient pas besoin de lui pour exister, mais qui n'étaient pas moins beaux avec lui dans les parages. Camille serra le cadre contre elle, embrassa sa mère, et se retourna vers les portes de la faculté. Elle les poussa et entra. Pas en courant, pas en triomphant. Elle marchait, simplement, avec le poids exact de ce qu'elle avait construit et la légèreté de ce dont elle s'était enfin débarrassée. Dehors, le soleil de juin continuait son travail ordinaire sur les toits de Strasbourg, indifférent et magnifique, comme si de rien n'était. C'était suffisant. C'était tout.